Votre question comporte trois stades. Tout d'abord, premier élément, vous évoquez très légitimement le poids des charges sociales et le poids d'un certain nombre de coûts qui s'appliquent plus fortement, bien sûr, sur les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Je pense que c'est un des éléments qui est le cœur de l'accord de gouvernement, de l'action du gouvernement, c'est d'une part de faciliter le travail, d'encourager l'emploi et donc de diminuer les charges qui pèsent sur les secteurs en général et notamment le secteur HoReCa. Premier travail, bien sûr, alléger chez nous le coût du travail. Il faut agir à la source du problème. Deuxième élément, le dumping social. En général, ça fait l'objet d'un plan qu'avec mon collègue Bart Tomelijn, nous avons déposé sur la table du gouvernement il y a quelques semaines. Nous avons une série de mesures qui sont aujourd'hui détaillées dans ce plan, qui visent à rendre plus difficile le détachement, à combattre les faux statuts d'indépendants, les faux statuts d'administrateurs associés, à avoir des contrôles plus effectifs, à modifier la règle sur les marchés publics, etc. Une série d'autres dispositions. Et secteur par secteur, table ronde après table ronde, nous souhaitons, en concertation avec les structures représentatives, avoir des mesures qui soient non seulement efficaces, mais qui soient concertées et qui soient monitorées, c'est-à-dire dont le résultat soit évalué avec les secteurs concernés. Puis votre troisième question porte alors sur les nouvelles formes d'économie circulaire, ces formes d'évolution que l'on rencontre avec une ampleur plus ou moins importante suivant les secteurs. Nous sommes à cet égard très vigilants. Très vigilants en même temps pour pouvoir être attentifs à des formes d'évolution. On le sait, notre économie n'a cessé d'évoluer dans toute son histoire et elle va continuer à évoluer. Mais en même temps, nous ne souhaitons pas qu'on se trouve travaillant sur le même terrain, travaillant dans le même secteur, avec des règles qui sont complètement différentes. Les uns seraient soumis à des réglementations, au statut social, à l'accès à la profession, à la fiscalisation bien normale des revenus, et les autres pourraient échapper à tout ou partie de ces dispositions. Ce ne serait évidemment pas correct. C'est la raison notamment pour laquelle nous venons d'étudier dans mon département le statut que les personnes travaillant dans ce contexte doivent promériter ou doivent avoir, avec l'étude ONSS-INASTI diffusée il y a quelques jours, qui signale que les personnes travaillant dans ce contexte doivent être enregistrées comme indépendants et s'acquitter des cotisations ad hoc. Mais de façon plus générale, nous sommes en train de mener une étude approfondie par rapport à ces nouvelles formes d'économie, leurs exigences juridiques à rencontrer par les personnes qui assument des missions dans ce contexte-là, la concurrence avec les secteurs traditionnels. Et notre message est à cet égard assez clair. On doit, lorsqu'on est en concurrence dans un secteur, globalement se trouver avec le même niveau d'exigence sanitaire, juridique, de statut que les autres acteurs de ce secteur. Ce qui se discute maintenant, c'est pour l'essentiel deux choses. D'une part, les réductions de cotisations sociales qui vont toucher évidemment plus fortement celles et ceux dont la structure des coûts représente ou la nature du travail entraîne une présence plus importante de membres du personnel. Premier volet. Deuxième volet, alors, le salaire net des travailleurs. C'est l'autre considération qui est importante. Et à ce propos, vous le savez, l'objectif est que pour les bas et les moyens salaires, je pense qu'on en rencontre beaucoup dans un certain nombre de fonctions dans l'HoReCa, nous ayons une augmentation du salaire poche net pour les bas et les moyens salaires de 100 € par mois. Ça représente donc, à la fois en termes de réduction de cotisations sociales, mais aussi en termes de salaire net poche pour celles et ceux des travailleurs du secteur qui ont un salaire bas ou moyen, ça représente une avancée significative. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Très certainement non. Lorsqu'on voit le hit parade de la pression fiscale ou des charges sociales, lorsqu'on a ces classements internationaux qui sont régulièrement diffusés dans les médias, on se trouve quasi systématiquement tout en haut du podium, ou en tout cas sur le podium des pays où les charges fiscales et où les charges sociales sont les plus importantes, d'où l'attitude que nous voulons avoir. Un certain nombre de pas, et ils sont positifs et ils sont significatifs dans la bonne direction, n'élude pas tout le chemin que l'on doit encore parcourir de manière à bien répondre à cette volonté de déployer l'emploi, déployer l'activité, notamment dans le HoReCa.
donc à ce stade, l'auditeur du Conseil d'État, saisi par les structures représentatives d'un recours contre les dispositions qui instaurent la caisse enregistreuse, a considéré que cette barre de 10% qui faisait la distinction entre établissements soumis ou non soumis à la caisse enregistreuse, donc 10% du chiffre d'affaires généré par la préparation de repas, pour faire simple, que cette barre était une barre qui n'avait pas de fondement juridique, ou en tout cas pas fondement juridique suffisant. Voilà exactement à ce stade le dossier dans son développement juridique. Il est vrai que très souvent, le plus souvent, à une large majorité des cas, le Conseil d'État suit l'avis de son auditeur. La décision doit encore, à cet égard, néanmoins tomber. Il restera alors, et c'est mon collègue le ministre des Finances qui est à la manœuvre concernant cette décision, il restera alors à répondre à l'objection du Conseil d'État. Est-ce que cette objection est de pure forme concernant la justification des 10%? Est-ce qu'elle est par ailleurs de nature à remettre en cause plus largement les 10%, parce que 10% est incorrect par rapport à 20, à 15, à 25, est-elle de pure forme? Est-elle quant à la nature de ces 10%, ou est-elle plus large quant au système global de la caisse enregistreuse? À cet égard, je pense que la sagesse commande d'attendre la décision du Conseil d'État avant de pouvoir dire voilà ce que la plus haute juridiction administrative a exprimé comme décision, et donc voici la réponse que nous devons y apporter. Mais de façon très franche, je tiens à le dire, l'accord de gouvernement ne prévoit pas le report de la caisse enregistreuse. Vous avez souligné vous-même qu'à plusieurs reprises, le dispositif qui remonte à 2009, si je ne m'abuse, quant aux prémices de sa décision, avait été postposé. Et par ailleurs, on sait qu'il y a des mesures compensatoires, en plus de celles, notamment de réduction de TVA à l'époque, qui avaient été convenues, que nous souhaitons voir concrétiser le plus rapidement possible. Donc, ce sont les heures supplémentaires complètement défiscalisées et complètement exonérées de cotisations sociales que j'évoquais il y a quelques minutes. Ce sont ces flexi-jobs, dès l'instant où on est à 4/5e temps dans un travail principal, les heures supplémentaires, les heures au-delà de ce 4/5e temps presté dans le secteur HORECA sont susceptibles d'être taxés à 25%, ces 25% étant complètement libératoires de toute autre charge fiscale ou sociale. Dans un contexte budgétaire difficile, cette disposition qui prévoit par exemple des heures supplémentaires complètement défiscalisées et complètement exonérées de charges sociales, c'est complètement inédit, c'est complètement décoiffant, ça n'existe dans aucun autre secteur. D'autres secteurs me disent, il faut parler en toute franchise, madame, me disent, oui, mais nous voudrions avoir les mêmes dispositions aussi. Et donc, je tiens à dire que, franchement, et vous savez qu'on a aussi élargi les heures supplémentaires, on envisage de flexibiliser le calcul des heures d'étudiants, puisqu'il y en a pas mal aussi dans le secteur. Les 50 jours seront, dès 2016, calculés non plus en jours, mais en heures, de manière à bien correspondre aux besoins des établissements concernés. Mais je tiens à indiquer, malgré toutes ces mesures, malgré les mesures générales de réduction de cotisations sociales, je ne me repose pas sur mes lauriers. Je ne considère pas que le travail est fait. Merci beaucoup. On se revoit dans la législature prochaine. Je considère que ce travail est toujours sur le métier et que des espaces de progression sont toujours possibles, et dès l'instant où nous avons une opportunité budgétaire, une opportunité décisionnelle, croyez bien que je serai à nouveau sur la barricade avec d'autres collègues pour défendre le secteur. D'une part, les mesures d'accompagnement seront officielles, soyons bien clairs, et d'autre part, vous savez qu'aujourd'hui, l'administration a une démarche qui est une démarche d'information, d'accompagnement, de sensibilisation. Dites-moi si vous avez d'autres témoignages à l'intérieur du secteur, mais vraiment ce que nous avons souhaité, c'est qu'on explique, qu'on soit à disposition. J'ai moi-même participé à des rencontres où il y a 1000 situations qui m'ont été exposées. Il y a donc un devoir d'explication, de transparence et aussi d'écoute de la part des autorités, mais de l'administration par rapport aux réalités du secteur. Je sais que ce dispositif est un dispositif qui n'est pas simple, mais en même temps, on doit, si on veut le mettre en œuvre d'une façon qui soit raisonnablement correcte, être à l'écoute du secteur, et c'est vraiment ma disposition.
l'ORECA a un rôle économique qui est un rôle extrêmement important. Hein. Vous avez rappelé le volume d'emploi, le nombre de personnes, le flux économique hein, que ça représente. Deuxièmement, le secteur ORECA a un rôle sociétal hein, très très important, d'animation de nos quartiers, de nos villes, de lieux de rencontre entre les gens, d'espaces de convivialité. Ce maillage que représente l'ORECA à travers notre territoire est un maillage qui est vraiment essentiel et dont les racines se nourrissent et nourrissent la société. Donc se nourrissent d'eux et nourrissent la société. Et puis 3, il y a aussi un rôle visant à valoriser hein, nos produits du terroir, nos produits agricoles, nos produits issus de la transformation de nos produits agricoles. Je rappelle que nous sommes un pays de grande tradition et de tradition de grande qualité en matière agricole. Et donc, qui mieux que forcément les restaurants, les établissements, les tavernes de proximité pour mettre en valeur non seulement ces produits de l'agriculture, mais aussi nos bières, nos traditions, etc. Regardez à quel point l'image de la Belgique est associée à l'étranger, mais aussi chez nous, à l'ORECA, ou à ce que véhicule l'ORECA, à ce que présente l'ORECA, ou à ce que propose l'ORECA sur ces terrasses, sur ces tables. Et donc, moi, je veux tout d'abord un véritable avenir pour l'ORECA. Il ne suffit pas de l'affirmer. Il faut venir avec des mesures précises et concrètes pour soulager l'ORECA, pour traiter les charges sociales, pour lutter contre certaines formes de dumping, pour mieux adapter peut-être la législation du travail aux réalités du secteur. Et puis, on le sait, et je l'entends régulièrement, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs dans le pays, il y a un véritable cri d'alarme qui m'est répété du secteur. Et donc je compte vraiment être aux côtés du secteur pour évaluer comment les choses se passent, notamment dans les premiers mois de la mise en œuvre de cette fameuse caisse enregistreuse, et par ailleurs revenir au gouvernement en disant voilà ce que nous observons tendanciellement. Est-ce qu'il y a des mouvements, comme certains l'annoncent, de fermeture, de diminution du personnel, de diminution des heures de prestation? Vraiment, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais s'il y a des choses de cette nature qui sont constatées, on doit vraiment avoir la lucidité de les analyser sans ambiguïté et, le cas échéant, d'en tirer les conclusions. Il faut savoir que, par ailleurs, un chiffre m'interpelle très très fortement, c'est la sinistralité, hein, c'est-à-dire le nombre de fermetures anticipées dans le secteur. On le sait, le secteur ORECA est un des secteurs économiques où il y a le plus de turnover, de faillite, de sinistralité. Et là, j'ai l'intention avec le secteur vraiment de réfléchir à cet élément-là. Il y a bien sûr des éléments qui sont liés aux aléas extérieurs, hein, à l'activité extérieure, peut-être à la crise ou à la diminution du pouvoir d'achat dans certaines régions de nos concitoyens, etc. Probablement des éléments liés aussi aux projets portés par la personne elle-même qui se lance dans l'ORECA. Je le dis souvent avec une totale franchise, me semble-t-il, un bon projet, une bonne idée, je vais dire, ça ne fait pas encore un bon projet robuste. Et un bon projet, ça ne fait pas encore nécessairement une activité durable, pérenne, peut-être que l'un ou l'autre qui se lance n'est peut-être pas nécessairement armé pour affronter toutes les difficultés que représente ce métier très exigeant. Et donc je crois qu'on doit réfléchir aussi à cela, non pas pour fermer aux gens des possibilités, mais pour les armer, pour les rendre plus robustes finalement dans le cadre de leur projet. Parce que je le rappelle, un projet qui échoue, c'est, vous l'avez relevé, souvent une faillite, mais c'est souvent un échec personnel, c'est souvent de grosses difficultés financières ultérieures, c'est généralement ou c'est régulièrement des difficultés familiales, et un échec professionnel se transforme très vite en drame social, voire en drame personnel. Et ça, j'ai bien conscience de ça. Donc, essayez de mieux accompagner les gens au départ, de les aider pour que la rédaction de leur projet soit peut-être plus pointue. Tout ça me paraît important. Donc, je réponds très directement. Contrat de brasserie, nous pensons que la balance est trop souvent déséquilibrée en défaveur du tenancier, de l'exploitant, de celui
qui envisagent de se lancer dans l'ORECA. Et donc, le gouvernement envisage effectivement de légiférer. J'ai repris pour vous le passage de l'accord de gouvernement qui dit: le gouvernement examine avec les acteurs concernés comment on peut avoir plus de transparence en matière de formation des prix de contrat avec les brasseurs et plus de clarté concernant le rôle spécifique du fournisseur, le bailleur ou encore le financier, en vue de sauvegarder la liberté de l'entrepreneur quand il offre des produits. Donc, l'accord du gouvernement a bien identifié là un lieu à travailler. Le travail vient d'être entamé à cet égard, puisqu'avec mon collègue Chris Peters, nous avons lancé une série de rencontres et formalisé un appel à tous les acteurs du secteur, en disant: venez rapidement avec des propositions pour tenter de mieux équilibrer ce fameux plateau de la balance que j'évoquais il y a quelques instants, ce plateau de la balance relationnelle et contractuelle entre la brasserie, le fournisseur, l'intervenant et le gestionnaire ORECA. Et donc ces concertations sont en cours actuellement. L'information précontractuelle peut être une réponse. L'autre élément de réponse, c'est le délai éventuel entre cette information ou la communication du contrat et le moment où la signature de celui-ci est considérée comme définitive. Donc, est-ce qu'on permet une période tampon à celui qui a signé un contrat de brasserie pour se dire: voilà, j'ai signé ça il y a 8 jours, il y a 15 jours, mais il me semble que je n'ai pas été assez prudent par rapport à un certain nombre de mes engagements, notamment en termes de volume, en termes de quantité, etc. C'est un des éléments du problème, l'information précontractuelle, l'éventuel délai pour infirmer sa signature. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse vraiment traiter les problèmes, c'est-à-dire considérer ce qui est excessif dans un contrat de brasserie, jusqu'où interdit-on, par exemple, la présence d'une ou deux bières à connotation tout à fait locale dans l'établissement des Ardennes ou de la Côte, par exemple. Est-ce que les exigences de volume à absorber par le co-contractant ORECA sont raisonnables? Est-ce que tout ce qui tourne autour du non directement brasserie, des serviettes, jusqu'où va-t-on dans l'obligation de faire acheter et à quelles conditions chez le même intermédiaire, chez le même fournisseur ou chez le même brasseur, un certain nombre de produits? Que dire de prix que l'on retrouve à l'extérieur et qui sont moindres que ceux auxquels l'ORECA qui a contracté avec sa brasserie peut lui se fournir? Et donc, je pense que la seule préinformation contractuelle me paraît une réponse trop courte par rapport à ce qu'on souhaite voir évoluer. Mais en même temps, je tiens à être précis également. Lorsque l'on signe un contrat, on doit bien mesurer, en général, son engagement, bien sûr. Et en même temps, on sait que le secteur des brasseries chez nous, de la transformation, de la livraison, du commerce brassicole est un secteur très important, raison pour laquelle on veut mener tout ce travail en parfaite intelligence avec tout un chacun. Mais il faut savoir, et mon collègue vice-président du gouvernement Chris Peters l'a exprimé, nous n'excluons pas du tout la voie législative pour trancher un certain nombre de dispositions s'il ne devait pas y avoir d'accord entre les différentes forces, si je puis dire, en présence autour de la table, c'est-à-dire les différents représentants des secteurs concernés. Je pense que nous voulons être offensifs, mais en même temps avoir des mesures qui correspondent bien aux réalités du secteur. Et puis, dernier élément, vous l'avez évoqué, il y a une dimension européenne. Bien sûr, on doit voir si nous aboutissons à des textes légaux supplémentaires. On doit avoir bien sûr des textes qui respectent et qui résistent à d'éventuels recours parce qu'ils respectent la législation européenne. Certaines sont déjà réalisées, d'autres sont en préparation très proche, et puis d'autres verront le jour sous la législature, et je vais illustrer mon propos. Premier élément, les pensions minimales des indépendants viennent d'être revues, et nous aurons, c'est historique, même si les montants minimaux restent trop bas,
et on doit continuer à travailler sur ces montants minimaux, mais nous aurons dès l'année prochaine, dès l'été prochain, nous aurons une égalisation complète au mois d'août 2016 des minima de pension des régimes salariés et indépendants, que l'on soit en famille, que l'on soit isolé, que l'on soit veuf ou veuve. Vous avez connu tout le cheminement de ce dossier. Sabine Laruelle avait beaucoup travaillé, très bien travaillé pour améliorer cette situation. Il nous restait quelques marches encore à franchir. Elles viennent d'être décidées. Première étape au 1er avril de cette année. Étape finale au mois d'août 2016. Égalisation complète des minima de pension indépendants des régimes salariés et des régimes indépendants. Donc c'est vraiment une situation qu'on n'aurait même pas osé imaginer il y a quelques années, vous en convenez. Tout à fait. Deuxième élément, des choses qui sont vraiment en préparation très avancée, c'est par exemple la constitution de 2 nouveaux droits qui sont liés à des situations que rencontrent les indépendants. Premier élément, une personne qui est confrontée à la maladie d'un proche, d'un conjoint, d'un enfant, d'un proche jusqu'au 2e degré, pourra à l'avenir interrompre temporairement son activité, soit totalement, soit partiellement, tout en bénéficiant d'une indemnité égale au montant que je viens d'ailleurs d'évoquer, minimaux de pension. On sait que la vie peut parfois être cruelle, réserver des moments extrêmement difficiles, et ça concerne bien sûr aussi les indépendants. On sait que dans les régimes salariés, il y a parfois des dispositions qui permettent, pour circonstances familiales impérieuses, etc., de se mettre un peu en retrait. Nous allons prévoir dans le régime indépendant, et c'est en voie de concrétisation imminente, la même disposition, et comme on connaît aussi la réalité du travail indépendant, qui permettra soit totalement, soit partiellement de se mettre en retrait jusqu'à 6 mois pour s'occuper d'un proche confronté à une maladie grave ou une situation très difficile. Deuxième élément, c'est ce que j'appelle le droit passerelle. L'activité de l'indépendant peut se voir compromise aussi par des éléments qui sont tout à fait extérieurs à la bonne volonté de l'indépendant lui-même, à son travail normal, à sa raisonnable vigilance par rapport à la gestion de son affaire. Des éléments externes viennent influencer cette activité. Un grand concurrent s'installe à proximité, des travaux importants sont réalisés sur la petite ceinture ou à proximité de son lieu d'activité ou toute autre circonstance extérieure. Eh bien, l'indépendant pourra cesser son activité. Il se rend compte que l'activité est en train de décliner du point de vue économique. L'indépendant pourra cesser son activité, et il pourra cesser son activité tout en bénéficiant d'une indemnité, c'est ce que j'appelle le droit passerelle, égal au minima de pension, qui va lui permettre de se retourner, c'est-à-dire non pas d'attendre d'être en faillite et puis d'être absolument coincé dans la situation dommageable qu'on évoquait il y a quelques instants, mais de se dire mon activité en raison de causes externes est déclinante, j'arrête celle-ci, anticipativement donc, et je me retourne. Je me retourne vers une autre activité, peut-être la même activité ailleurs, ou vers une autre activité dans un autre secteur. J'ai donc le droit de me réorienter sans en être complètement pénalisé et de me retrouver sans rien, en termes non seulement de statut, mais en termes de couverture sociale également. Voilà le droit passerelle. Donc, première disposition en faveur de l'indépendant confronté à une maladie d'un aidant proche, la disposition aidant proche. Deuxième disposition, droit passerelle. Voilà, deuxième groupe de mesures que nous avons sur la table. Et alors, quand je dis sur la table, c'est-à-dire avec concrétisation très proche. Et puis, nous réfléchissons à d'autres mesures, parce qu'il y a un peu plus d'1,1 million indépendants, j'arrondis, dans notre pays. C'est donc une part importante de l'activité. Ces personnes n'ont pas le même statut que leurs confrères ou consoeurs des autres régimes de travail. C'est souvent une activité qui était exposée. Moi, je dis souvent, on voit l'indépendant qui réussit. On le décrit, sa voiture, ses vacances, etc. On l'envie. Et puis, l'indépendant qui échoue, souvent on le stigmatise. Il aurait bien dit que ouvrir un restaurant là-bas, un marchand, enfin, même il n'y pensait pas, il y avait déjà 2 autres pizzerias ou 2 autres ceci, 2 autres cela. Donc, entre envie d'un côté ou stigmatisation à l'autre bout, il y a la réalité de l'indépendant qui prend des risques
hein, Oui, ils prennent des risques. dont les revenus d'un certain nombre d'entre eux, je suis régulièrement informé des statistiques, sont des revenus qui sont des revenus très moyens. Et donc, par rapport à cela, je considère de mon devoir de continuer à réfléchir, à proposer et à obtenir l'accord du gouvernement par rapport à d'autres dispositions. Parmi ces dispositions, alors à plus moyen terme, notamment l'amélioration de l'indépendante qui vient d'accoucher et dont, on le sait, le congé maternité est moindre que celui de sa collègue du régime salarié, ou moins valorisé, moins long, moins valorisé que celui de sa collègue, jeune maman également, du régime salarié. Voilà les chantiers ne manquent pas, mais ils sont à la mesure de, alors, à la fois de l'importance du secteur et de l'enthousiasme vraiment que je souhaite réserver à la réflexion, mais aussi au travail en faveur de ce secteur. Donc l'idée est effectivement de transférer vers les indépendants qui sont en personne physique exactement la même disposition que celle qui existe aujourd'hui pour les personnes qui sont constituées en société. Donc, la disposition qui existe aujourd'hui, elle permet de se constituer un complément de pension pour arriver jusqu'à 80% de la moyenne des revenus antérieurs, avec une déduction fiscale de 30% des sommes qui sont affectées à la constitution de cette pension complémentaire. Et donc notre idée est, et c'est d'ailleurs dans l'accord de gouvernement, est tout simplement de transposer au bénéfice des indépendants en personne physique le même dispositif que celui qu'aujourd'hui on peut utiliser si on est en société. Voilà, déduction fiscale 30%, jusqu'à 80% des revenus antérieurs, et transposition du même dispositif. Notre raisonnement est le suivant: il y a des indépendants qui restent indépendants en personne physique, eu égard, il y en a beaucoup, hein, eu égard au volume de leur activité, eu égard à la spécificité de leur situation, ou eu égard encore à d'autres éléments. Il n'y a pas de raison de les priver d'un dispositif qui existe pour leurs collègues qui sont en société. Deuxième élément, on l'a évoqué également antérieurement, les pensions, on le sait, le segment des pensions d'indépendants est un segment qui reste constitutif d'un droit qui reste trop bas. Et donc, compte tenu des possibilités, bien sûr, de l'indépendant de se constituer ce complément de pension, nous considérons que c'est une bonne formule pour lui permettre de s'assurer qu'à la fin de sa vie, il a une pension qui correspond plus adéquatement aux besoins de vie, aux besoins au quotidien.